Que feriez-vous si chacune de vos erreurs était punie en sang? Dans le Far West, rude et impitoyable, les contrevenants étaient confrontés à des horreurs qui dépassent ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Ils emmenaient les gens, leur coupaient les bras et les jambes, et les jetaient au feu, encore vivants. Des flagellations horribles aux formes de tortures atroces. La frontière était un endroit où la punition signifiait la douleur, une douleur réelle et insupportable. Mais jusqu'où allaient ces châtiments brutaux et qui décidaient du sort de ceux qui franchissaient la ligne? Préparez-vous à être témoin des conséquences sauvages de l'anarchie dans les 15 châtiments les plus brutaux du Far West. Numéro 15. Pendaison ou lynchage. La discipline qui a le plus grand nombre de décès enregistrés vient en tête de notre liste des châtiments brutaux. Dans les terres sans loi du Far West, la justice était souvent rapide, sévère et rendue sans aucune formalité judiciaire. Les pendaisons publiques n'étaient pas seulement un moyen d'arriver à une fin. Elles devenaient des spectacles cruels de peine capitale, attirant les foules avec leur curiosité morbide. Le Far West était comme un théâtre où des groupes de justiciers jouaient le rôle de juges, de jurys et de bourreaux, traitant souvent les coupables présumés sans aucune trace de procès équitable. Les victimes, souvent accusées de vol, de meurtre ou de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, étaient traînées jusqu'aux arbres ou aux potences les plus proches. La scène était généralement rapide et brutale. Avec une corde autour du cou, elles étaient de soulever du sol, leurs pieds donnant des coups de pied désespérés alors qu'elles luttaient pour respirer. La brutalité de cette méthode ne résidait pas seulement dans sa rapidité, mais dans son dénouement lent et douloureux. Les victimes souffraient souvent de longues morts par suffocation qui pouvaient durer plusieurs minutes atroces. Les lynchages étaient courants à cette époque, montrant tragiquement un autre côté sombre de la nature humaine. Les Noirs qui osaient se comporter en dehors des limites étroites de la conduite acceptable se retrouvaient face à des foules de lyncheurs terrifiantes. La NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, fondée en 1909, a estimé qu'entre 1889 et 1922, il y eut environ 3500 lynchages, ce qui montre à quel point cette forme de justice populaire était répandue. Les pendaisons publiques étaient des rituels aux implications sociétales. Elles n'étaient pas réservées aux crimes les plus graves. Elles étaient souvent utilisées pour quiconque défiait les normes de l'époque. Une simple accusation pouvait sceller le sort de quelqu'un. Dans de nombreux cas, la foule n'attendait pas le shérif. Elle se faisait justice elle-même, poussée par la colère et l'impatience. Et sans procès, il n'y avait aucun espoir de prouver l'innocence. Les communautés se rassemblaient en grand nombre pour assister à ces événements qui mettaient en évidence les dynamiques de pouvoir et servaient d'avertissement sévère à quiconque envisageait de sortir du rang. Alors que certains y voyaient une juste rétribution, d'autres y voyaient l'heure, la plus sombre de la société, où l'humanité était aux côtés de ceux qui étaient condamnés. Même si le nœud coulant était terrifiant, la brutalité du Far West ne s'arrêtait pas là. Certains châtiments ne faisaient pas que tuer une personne. Ils laissaient la victime brûler dans l'agonie. Numéro 14. Goudron et plumes. Imaginez ceci, le soleil se couchant sur une ville frontalière poussiéreuse, l'air épais d'anticipation. Soudain, un homme est traîné sur la place, criant des supplications perdues dans le bavardage impatient des spectateurs. Il est déshabillé, sa peau exposée aux éléments. Un pot de goudron bouillonne de manière inquiétante à proximité. Cela plante le décor de la punition brutale du goudron et des plumes du Far West. Cette méthode n'est pas originaire du Far West. Elle remonte à l'Europe médiévale, traversant l'Atlantique avec les premiers colons. Au moment où elle a atteint le sol américain, elle était devenue un outil privilégié de la justice vigilante pendant les périodes turbulentes. Particulièrement populaire pendant les périodes de troubles comme la Révolution américaine, c'était un châtiment favori utilisé par ceux qui cherchaient à faire respecter leur propre version de la justice sans attendre les procédures judiciaires. Les victimes se font généralement verser du goudron chaud sur la peau, une douleur brûlante qui s'accroche obstinément, refusant de se relâcher. Viennent ensuite les plumes, qui collent comme de la colle à chaque centimètre de chair. Le résultat est une caricature hideuse, destinée à dépouiller la dignité et l'identité. Ce spectacle vivant ne se limite pas à infliger une douleur physique.
Ils transforment les individus en objets de ridicule public, rappel ambulant de ce qui se passe lorsque l'on franchit certaines limites sociales. Les personnes qui se retrouvent à subir ce châtiment particulièrement dur sont souvent celles qui osent dévier des normes communautaires ou qui ont des opinions impopulaires. Les collecteurs d'impôts à l'époque coloniale étaient souvent pris pour cible, car le ressentiment contre les impôts imposés par les Britanniques grandissait. De plus, toute personne jugée indigne de confiance ou moralement douteuse risquait de devenir un paria à plumes. La brutalité de cette méthode ne réside pas seulement dans le tourment physique qu'elle inflige, mais aussi dans sa capacité de dévastation psychologique. L'humiliation publique inflige des blessures, les cicatrices sont restées longtemps après la guérison. C'est une condamnation à mort sociale plus angoissante que n'importe quel isolement cellulaire. Pour les spectateurs rassemblés autour de ces âmes malheureuses, ces scènes ont gravé dans leur esprit des souvenirs à la fois terrifiants et suggestifs. Une marque indélébile laissée sur les communautés où l'anarchie régnait en maître, ou une punition qui attendait tout contrevenant. Alors que la foule se dispersait du spectacle de goudron et de plumes, des murmures d'un autre châtiment plus sauvage ont rempli l'air, un châtiment qui a laissé les victimes cacher leur tête de honte. Numéro 13. Le scalpage. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où la brutalité pouvait aller dans le Far West sauvage, où un seul acte de vengeance pouvait laisser des cicatrices sur votre tête et bien au-delà du physique? Né des conflits entre les tribus amérindiennes et les colons européens, le scalpage est devenu un symbole infâme de brutalité pendant cette période chaotique. Il était souvent considéré comme un outil de vengeance et de guerre dans le Far West. Avant l'arrivée des colons européens en Amérique, plusieurs tribus amérindiennes pratiquaient déjà le scalpage dans le cadre de leur tactique de guerre. Pour elles, le scalpage représentait la victoire et la bravoure. Le scalpage lui-même était aussi horrible qu'il le paraît. Avec des coupures rapides et violentes, une lame tranchante coupait le cuir chevelu de la victime, laissant derrière elle une blessure sanglante et atroce. Les survivants, bien que rares, en restaient marqués à vie, tant physiquement que mentalement. La plupart, cependant, succombaient aux conséquences brutales de l'infection ou de la perte de sang. C'était un acte de punition, une condamnation à mort lente et agonisante. Inversement, les colons l'utilisaient pour instiller la peur dans les tribus locales et pour se venger des raids. Ce cycle macabre est devenu particulièrement courant lors de conflits intenses comme la guerre de 7 ans et diverses escarmouches frontalières. À cette époque, de simples accusations ou soupçons pouvaient conduire à la perte du scalp d'une personne, qu'elle soit un colon ou un membre de la tribu. Cette méthode cruelle laisse derrière elle plus que des cicatrices physiques. Elle imprime un profond traumatisme psychologique dans les communautés concernées. Pour ceux qui ont survécu à une telle épreuve, ils ont porté des souvenirs permanents gravés dans leur être même, à la fois physiquement par des cicatrices. Comme si le scalpage ne suffisait pas à instiller la peur. Il y avait encore un autre châtiment horrible qui se cachait dans l'ombre, laissant une marque brûlante de honte et de cruauté. Numéro 12. Le marquage au fer rouge. Il n'y a pas d'échappatoire à son passé dans le Far West, surtout lorsque votre culpabilité est gravée dans votre peau. Cruauté est peut-être le mot juste pour décrire cette méthode de punition. Imaginez ceci, un feu crépitant d'anticipation, des fers chauffants à une température brûlante. Le délinquant, ligoté et tremblant probablement de peur en attendant sa punition. C'était le décor du Far West pour l'un des châtiments les plus brutaux. Le marquage au fer rouge. C'était un décor du Far West pour l'un des châtiments les plus brutaux. Le marquage au fer rouge. C'était une punition dure et permanente pour les voleurs et les hors-la-loi. C'était plus qu'une tape sur le poignet. C'était une marque douloureuse gravée sur leur peau. Cette pratique, qui existe depuis l'Antiquité, a trouvé sa place dans les pays sans loi, où le marquage ne concernait pas uniquement le bétail. Il s'agissait d'appuyer ces fers chauds sur la peau nue, généralement sur le front ou la joue, laissant derrière eux des lettres qui les étiquetaient à vie. Un T pour voleur ou un H pour voleur de chevaux étaient des marques courantes, chaque lettre brûlant non seulement dans la chair, mais profondément dans l'identité de la personne. La plupart du temps, ces lettres étaient marquées sur une partie du corps où tout le monde pouvait les voir. Il s'agissait d'un acte délibéré pour marquer les délinquants et instiller la peur chez les gens, qui craignaient
qu'une telle punition n'attende quiconque se révèle coupable. Le marquage est devenu populaire à une époque où les prisons traditionnelles étaient rares et où la société préférait la dissuasion à la réhabilitation. Cette pratique a prospéré dans les villes où une justice rapide était nécessaire pour maintenir l'ordre au milieu du chaos. Pour des crimes comme le vol ou le vol de bétail, le marquage était la punition de choix, garantissant que les criminels portaient ouvertement leur culpabilité, une publicité ambulante de leurs méfaits. Si la douleur physique était insupportable, les conséquences psychologiques rendaient également le marquage vraiment cruel. Être marqué comme criminel signifiait être constamment rejeté. Les individus marqués étaient souvent exclus des communautés et avaient peu de chances de se racheter. La cicatrice criait leur péché à tous ceux qui passaient. Ceux qui étaient marqués vivaient sous surveillance constante, toujours jugés sur une erreur immuable. Les communautés les considéraient avec suspicion ou mépris, renforçant l'isolement et le désespoir. Le marquage laissait des rappels permanents de culpabilité, mais sa brutalité n'est rien comparée à la torture de notre prochaine punition. Numéro 11. Le chatouilleur espagnol. À une époque où la justice était rapide et brutale, peu de méthodes inspiraient plus de peur que ce chatouilleur vicieux, outil qui ressemble à une griffe. Son nom même cachait la réalité macabre de son utilisation. C'est un outil de torture si vicieux qu'il déchiquette la chair comme du papier. Dans le chaos brutal du Far West, il existait un appareil qui laissait ses victimes dans une agonie inimaginable. Une méthode de punition si cruelle qu'elle faisait froid dans le dos même aux hors-la-loi les plus endurcis. Cet outil a été conçu à la fois pour punir et pour instiller la peur. Il sert de sombre rappel des mesures extrêmes que les humains ont prises pour causer de la souffrance. Cet appareil en forme de griffe était simple mais terriblement efficace. Utilisé pour déchirer la chair de ses victimes, arrachant la peau et les muscles de l'os sans pitié. La simple mention du chatouilleur espagnol pouvait faire froid dans le dos de quiconque comprenait son but brutal. L'appareil était doté de griffes acérées et courbées qui étaient souvent attachées à un long manche, permettant aux tortionnaires d'exercer une force maximale, tout en maintenant une distance de sécurité avec leurs victimes qui se tordaient. La douleur atroce provoquée par le chatouilleur conduisait souvent à une mort prolongée et atroce, les victimes succombant non seulement à des blessures immédiates, mais aussi à des infections et à une perte de sang. On pense généralement que ces appareils sont devenus populaires au Moyen-Âge en Europe, se répandant plus tard dans diverses régions, y compris le Far West. L'objectif était clair, extraire des aveux ou punir les personnes jugées coupables. L'objectif était clair, extraire des aveux ou punir les personnes jugées coupables. Dans les communautés où l'anarchie régnait, ces méthodes horribles étaient considérées comme des mots nécessaires pour maintenir un semblant d'ordre. Il existe peu de preuves indiquant un inventeur unique. Au contraire, il est probable qu'il ait évolué à partir de techniques de torture antérieures perfectionnées par ceux qui avaient un talent dérangeant pour inventer de nouvelles façons de provoquer des souffrances humaines. Dans ces villes frontalières, les histoires de l'utilisation du chatouilleur espagnol se sont répandues comme une traînée de poudre, non seulement en raison de son impact physique, mais aussi en raison de son emprise psychologique sur la société. La simple menace de cette punition pouvait contraindre des individus à avouer des crimes qu'ils n'avaient peut-être pas commis, soulignant son efficacité au-delà des dommages physiques. L'agonie du chatouilleur espagnol était peut-être insupportable, mais quand une justice rapide était nécessaire, la punition suivante offrait un jugement beaucoup plus rapide, bien que définitif. Numéro 10. Le peloton d'exécution. Imaginez une cour poussiéreuse du Far West où la tension règne. Ici, un groupe d'hommes armés de fusils se tient prêt à rendre justice rapidement à ceux qui sont reconnus coupables de crimes graves comme la désertion ou la trahison. Dans cette méthode d'exécution brutale, il n'y avait pas de place pour la pitié. Les condamnés étaient amenés dehors, souvent les yeux bandés ou les mains liées, face à plusieurs armes pointées sur eux. La peur était réelle. Savoir que dans quelques instants, les balles mettraient le fin à leur vie était terrifiant. Certains considéraient cette mort comme plus honorable que la pendaison, mais cela n'apaisait pas la peur sur leur visage. L'exécution par peloton d'exécution n'était pas seulement une question de punition, c'était un exemple. À une époque où l'anarchie pouvait se propager rapidement, cette réponse rapide servait à la fois de vengeance et d'avertissement.
C'était courant à une époque où maintenir l'ordre signifiait prendre des mesures fortes contre ceux qui enfreignaient les règles de la société de manière irréparable. Bien que cela puisse sembler être tiré d'une scène de film western, les pelotons d'exécution ont bel et bien été utilisés tout au long de l'histoire. Et pas seulement dans le Far West. Les soldats qui désertaient pendant la guerre étaient particulièrement exposés à ce sort. Mais les civils accusés d'actes terribles n'étaient pas non plus en sécurité. Pourtant, les condamnés ne sont pas les seuls à souffrir. Les bourreaux eux-mêmes ont dû faire face au fardeau mental de leur travail. Chaque fois qu'ils appuyaient sur la gâchette, cela laissait des échos qui persistaient longtemps après que la fumée se soit dissipée. Les spectateurs étaient eux aussi touchés par ce qu'ils voyaient. Un rappel durable de la mortalité et de la minceur de la frontière entre l'ordre et le chaos. Les coups de feu avaient l'air de peut-être cesser, mais leurs effets restaient sur tous ceux qui étaient impliqués. Être confronté à plusieurs coups de feu peut mettre fin à la vie en un clin d'œil, mais ce châtiment emporte une partie de votre visage encore plus rapidement. Numéro 9. Coupez les oreilles et coupez le nez. Qu'est-ce qui est pire, la douleur de la punition ou porter à jamais l'épreuve de votre crime? La réponse pourrait vous surprendre dans cette méthode brutale de justice frontalière. Couper les oreilles et couper le nez étaient des méthodes qui faisaient exactement cela, délivrant le double coup de douleur immédiate et d'humiliation durable. Ces mesures brutales n'étaient pas réservées aux âmes sensibles. Les horreurs de la justice des frontières étaient représentées dans les terres sauvages comme un rappel fantomatique de ce qui attendait ceux qui sortirent du rang. Cette scène sinistre montre souvent un criminel, ligoté et à la merci de ceux qui cherchèrent à se venger, confronté au sort cruel d'avoir les oreilles à couper ou le nez tranché. Il ne s'agissait pas seulement d'infliger des blessures physiques, mais de perpétuer la souffrance à long terme. Dans le Far West, cette méthode était souvent utilisée à la fois comme punition et comme moyen de dissuasion. Elle sert également d'avertissement vif destiné à instiller la peur dans le cœur des malfaiteurs potentiels. Cela était particulièrement fréquent à une époque où les forces de l'ordre étaient rares et où les communautés se faisaient justice elles-mêmes. Souvent, les petits délinquants ou les personnes accusées de vol se retrouvaient à subir ce châtiment horrible. Dans certains cas, même des femmes soupçonnées d'adultère ou de sorcellerie devenaient des cibles. Pour les victimes, la douleur ne s'arrêtait pas après que leurs oreilles aient été coupées ou leur nez tranché. Elles portaient ces marques à vie, un témoignage visible de leurs crimes présumés, affectant la façon dont elles étaient perçues par la société. Le spectre obsédant de l'amputation des oreilles et du museau a également été une histoire terrifiante, transmise de génération en génération. Les familles racontèrent des histoires d'ancêtres qui avaient enduré ces châtiments comme des exemples édifiants pour dissuader de futures transgressions. Cela garantissait que même lorsque les hommes de loi arrivaient en ville et que les tribunaux officiels commençaient à rétablir l'ordre, les échos de ces châtiments sévères persistaient, façonnant les normes et les comportements sociétaux bien après que ces pratiques aient disparu de l'histoire. Des marques de honte ont pu persister après l'amputation des oreilles ou le museau. Mais pour beaucoup, la punition se présentait sous la forme de coups de fouet brûlants qui coupaient profondément, à la fois physiquement et émotionnellement. Numéro 8. Flagellation ou fouet. Imaginez une punition si sévère qu'elle laissait les hommes brisés, non seulement physiquement mais aussi spirituellement, où le bruit de chaque coup résonnait dans une foule silencieuse. La douleur presque, palpable pour les spectateurs. Le Far West ne se résumait pas seulement à des fusillades et à des saloons. C'était aussi le lieu de formes de justice impitoyables qui déchiraient la chair et la dignité de ceux qui défiaient la loi. La flagellation, un châtiment brutal appliqué en plein jour, était l'une de ces méthodes. Le cadre était souvent sinistre, les habitants se rassemblant sous le soleil brûlant ou au milieu d'une brise fraîche, attendant d'assister au déroulement du châtiment. L'atmosphère est généralement lourde d'anticipation, l'air presque immobile alors que le coupable est conduit en avant. Attaché fermement à un poteau de bois, les bras tendus et les poignets liés, le condamné n'avait aucun endroit pour échapper au coup de fouet qui l'attendait. Le fouet, long, cruel et impitoyable, coupait l'air avec un sifflement terrifiant avant d'atterrir avec un craquement écœurant sur la peau nue. Chaque coup de fouet déchirait profondément, laissant des marques et des cicatrices sanglantes qui faisaient office de les bourreaux,
souvent des hommes de loi ou des soldats, étaient des individus endurcis qui ne montraient aucune pitié. Ils détenaient le pouvoir non seulement par leur autorité, mais aussi par la force de leurs bras, délivrant les coups avec précision, visant à briser à la fois la chair et la volonté du coupable. La foule restait étrangement silencieuse, certains regardant avec horreur, d'autres avec une froide indifférence, tandis que coup après coup coupaient tôt la peau et la dignité. Les racines de la flagellation plongent profondément dans l'histoire ancienne, mais sa présence dans le Far West était un vestige de l'époque coloniale. Le nombre de coups de fouet dépendait souvent de la gravité de l'infraction et des caprices des autorités locales. Tout le monde n'était pas confronté au fouet avec la même fréquence. Cette méthode était principalement infligée aux citoyens des classes inférieures et à ceux jugés indésirables par la société. Les vagabonds, les petits criminels ou toute personne qui n'avait pas les moyens de payer les amendes imposées par les tribunaux locaux. Dans certains cas, la flagellation visait même les accusés sans procès, la justice des frontières étant notoirement rapide et impitoyable. L'effet dissuasif était palpable. Les spectateurs se rassemblaient non seulement pour être témoins de la justice, mais aussi pour réaffirmer leur propre adhésion aux normes sociales, de peur de se retrouver à l'autre bout du monde, confrontés à cette douloureuse mesure corrective. La flagellation ne servait pas seulement à faire respecter la loi. Elle visait à maintenir l'ordre au milieu du chaos, dans une terre sauvage, où les systèmes juridiques officiels étaient souvent à des semaines de cheval de distance. Cette pratique laissait des traces indélébiles sur ses victimes et sur ses observateurs, constituant un exemple qui fait écho au récit de cette époque sauvage. Pourtant, même cela ne rend pas compte de toutes les formes de justice appliquées à cette époque. Numéro 7. Le steak. L'odeur de fumée sur la place de la ville ne provenait pas toujours des feux de cuisson. Parfois, elle marquait les derniers instants d'une sentence brutale. Au cœur des places publiques, où les rumeurs et les récits de bravoure se mêlaient à l'air poussiéreux, un spectacle macabre occupait souvent le devant de la scène, le bûcher. Cette méthode d'exécution n'était pas pour les âmes sensibles. Il s'agissait d'une forme extrême de justice réservée aux personnes jugées coupables de délits odieux. Des crimes tels que la sorcellerie, l'hérésie et la trahison pouvaient le conduire à ce destin ardent. L'accusé était attaché à un poteau de bois, entouré d'un tas de bois prêt à s'enflammer avec une fureur vertueuse. L'exécution elle-même était un événement public, conçu non seulement pour punir, mais aussi pour dissuader les autres de suivre le même chemin. Les habitants se rassemblaient, leurs visages reflétant un mélange d'horreur et de curiosité morbide, tandis que les flammes léchèrent le corps du condamné. Le feu crépitant faisait à la fois office de juge et de bourreau, sa chaleur implacable décrivant la sévérité de la loi frontalière. Si cette pratique brutale trouve ses racines dans l'Europe médiévale, elle a traversé l'océan à une époque où la peur s'emparait des communautés comme une traînée de poudre. Le Far West a été le théâtre de nombreux spectacles aussi sinistres, notamment à une époque où la loi n'était qu'un murmure dans le vent. Dans ces terres sans loi, les accusations pouvaient rapidement conduire à la mort par le feu, une pratique imprégnée à la fois de superstition et de contrôle social. Cette méthode s'inscrit dans l'histoire plus vaste de la peine de mort, qui a connu diverses formes au fil des cultures et des époques. L'examen des cas où des individus ont été condamnés à mort par le feu en dit long sur les peurs et les valeurs de la société. Le feu était considéré à la fois comme purificateur et punisseur. Les personnes confrontées à cette fin horrible sont souvent devenues des récits édifiants, leurs histoires étant tissées dans la trame des traditions communautaires. De telles exécutions étaient censées instiller la peur, mais servaient également à rappeler le pouvoir incontrôlé exercé par ceux qui faisaient appliquer la justice frontalière. Culturellement, le bûcher symbolisait la condamnation ultime. C'était un acte destiné à effacer non seulement la vie, mais toute trace d'existence jugée dangereuse ou hérétique. Les témoins de tels événements pouvaient emporter avec eux toute une vie de souvenirs hantés. L'odeur de fumée, mêlée à des cris, persistait longtemps après que les cendres se soient envolées. Si la mort par le feu n'était pas assez terrifiante, il existait une alternative tout aussi sinistre. Une alternative qui ne laissait pas de cendres, mais des corps submergés par l'eau. Numéro 6. La noyade dans un tonneau. Le soleil impitoyable s'abattait sur les rues poussiéreuses du Far West. Mais pour certains, la vraie chaleur provenait d'un tonneau en bois rempli d'eau.
La noyade dans un tonneau est une méthode perdue dans le temps, mais dont la cruauté reste mémorable et constitue l'un des châtiments les plus étranges et les plus brutaux de cette époque sans loi. Les victimes sont ligotées, impuissantes, alors qu'elles sont immergées dans un tambour d'eau, centimètre par centimètre d'agonie, sentant la fraîcheur ramper sur leur peau, tandis que la panique leur serre la poitrine. Chaque respiration devient plus laborieuse. Ils vivraient le cauchemar ultime, une lente suffocation où chaque bouffée d'air devient une bataille contre le liquide qui les enveloppe. Pour ceux qui ont eu le malheur de subir ce sort, ce n'était pas seulement la mort. Ce n'était pas seulement un supplice physique qui les attendait, mais une danse atroce avec le désespoir. Cette forme de punition n'était pas seulement une torture physique, c'était une incarnation des normes sociales autour du crime et de la rétribution. Le Far West n'était pas étranger à la justice sévère, et la noyade dans un tonneau reflétait la tentative désespérée d'une communauté de maintenir l'ordre par la peur et le spectacle. Une personne condamnée à ce sort était confrontée non seulement à la terreur de la noyade, mais aussi au tourment psychologique de la claustrophobie, enveloppée par l'obscurité et les sons étouffés au-delà de sa prison aquatique. Quel méfait justifiait une punition aussi extrême? À l'époque où elle était répandue dans certaines parties du Far West, la noyade dans un tonneau était réservée aux délits jugés particulièrement odieux ou traîtres. Des trahisons qui ébranlaient les fondements même de la confiance au sein de communautés soudées, ou des actes qui défiaient les codes moraux établis par les lois non écrites de la société. Les récits de l'histoire brossent des images saisissantes de délinquants rencontrant leur destin dans ces tombes de fortune. La noyade était terrifiante et conduisait à une mort atroce. Certains châtiments n'ont pas laissé leurs victimes mortes, mais ont laissé des cicatrices permanentes. Il est maintenant temps de passer à la sélection des abonnés du jour. Prenez un moment pour examiner l'image. Que se passe-t-il ici? Serait-ce un aperçu de l'un des nombreux châtiments brutaux infligés à cette époque? Les expressions tendues, les brutalités, tout laisse penser à une scène d'agonie et de souffrance. Laissez libre cours à votre imagination et examinez les châtiments les plus brutaux du Far West. Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'un châtiment courant ou pourrait-il s'agir d'un tout autre châtiment? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Numéro 5. Courir le gant. En parlant de brutalité, que se passerait-il si votre punition consistait à courir, mais cette fois-ci à courir une ligne interminable de coups, chaque coup étant plus fort que le précédent? Ce n'était pas une aventure ordinaire, c'était un gant d'agonie. Courir le gant, un terme qui pourrait ressembler à une aventure audacieuse ou à une course d'obstacles difficile, était tout sauf cela. Dans les territoires sauvages du Far West, c'était une forme brutale et informelle de punition imposée par la communauté. Ici, le malheureux délinquant est forcé de courir entre deux lignes parallèles de personnes, chacune armée de gourdins, de fouets ou d'autres armes. La victime ne courait pas seulement pour sauver sa vie, mais endurait des coups incessants et une humiliation sans fin. Ce rituel punitif est physiquement épuisant. De plus, il prive de dignité dans un spectacle en plein air, dont tout le monde peut être témoin. Courir le gant consiste à rendre justice. Cela signifiait souvent la fin de l'accusé. Le prix physique est généralement immense. Os brisés, contusions profondes, chair déchirée par des coups inflexibles. Les victimes en sortaient rarement indemnes. Beaucoup n'arrivaient jamais au bout de la ligne. La mort ou les blessures permanentes étaient monnaie courante, un sombre témoignage de la sauvagerie de cette méthode. Ces lignes pouvaient s'étendre sur des dizaines de mètres de long, selon la taille de la communauté et son empressement à se venger. Cela pouvait sembler sans fin. Cette forme de justice populaire n'était pas réservée aux seuls criminels endurcis. Parfois, de petits délinquants se retrouvaient à sa merci. Ceux qui osaient transgresser les normes sociales ou tombaient en disgrâce auprès des habitants influents de la ville risquaient d'être confrontés à ce terrible défi. Courir à travers le défi était une façon d'affronter la rage de la foule, mais pour certains, la punition ne s'arrêtait pas là. Elle continuait avec un cheval au galop qui vous traînait vers votre destin. Numéro 4. Traction de chevaux. La frontière américaine ne se résumait pas à des fusillades et à des saloons. Et si vous étiez lié au crime que vous aviez commis, cette punition garantissait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans le Far West, le fait de traîner des chevaux était une punition brutale pour les voleurs de chevaux.
Cette justice sévère avait pour but d'effrayer les criminels potentiels et de montrer la détermination de la communauté. Le décor voit souvent une personne, coupable ou non, attachée par les chevilles à un cheval qu'elle a essayé de voler. Sur ordre, le cheval courait, traînant la personne sur un terrain accidenté. Cela entraînait souvent des blessures graves, voire la mort. Ces mesures extrêmes étaient alors prises parce que les forces de l'ordre officielles étaient absentes ou inefficaces. La menace de traîner des chevaux servait à la fois de dissuasion et de rappel de ce qui attendait ceux qui enfreignaient les règles. L'héritage du traînage de chevaux se fait encore sentir aujourd'hui. Il montre comment les punitions extrêmes étaient utilisées non seulement pour une vengeance immédiate, mais aussi comme des leçons pour la communauté. Cette histoire a influencé notre vision actuelle de la justice, nous rappelant une époque où la cruauté était confondue avec l'ordre. De la poussière du désert aux profondeurs de l'eau glacée, la punition dans le Far West n'avait pas de limite. Mais que se passe-t-il lorsque la noyade devient la prochaine épreuve? Numéro 3. Le test de l'eau ou l'immersion. Imaginez que vous soyez accusé d'un crime que vous n'avez pas commis, traîné au bord d'une rivière et confronté à une épreuve qui pourrait bien mettre fin à vos jours. Bienvenue dans le monde terrifiant du test de l'eau, communément appelé immersion, une méthode imprégnée d'injustice et de peur, issue de la brutale punition du Far West. Dans ces terres sans loi, la suspicion à elle seule suffisait à soumettre quelqu'un à cette épreuve terrifiante. Les victimes étaient attachées, les mains liées, souvent le long des pieds, puis plongées sans ménagement dans l'étreinte glacée d'une rivière ou d'un étang. On pourrait s'interroger sur l'idée derrière cela. Le problème, c'est que si vous flottiez, vous étiez coupable, jugé flottant par la main du diable lui-même. Coulez et vous pourriez prouver votre innocence, mais au prix de votre vie. Cette épreuve macabre ne consistait pas seulement à survivre. C'était une contradiction cruelle, où s'en sortir signifiait souvent s'approcher dangereusement de la mort. L'épreuve de l'eau ou l'immersion sert à rappeler que la justice était moins une question d'équité que de peur et de superstition à cette époque. Plongées à plusieurs reprises sous la surface, les victimes haletaient pour respirer, chaque respiration étant potentiellement la dernière. L'hypothermie s'installait rapidement. Les muscles se contractaient sous le froid implacable, tandis que les poumons réclamaient de l'oxygène. À ce moment-là, la survie devenait une lutte atroce contre la mort, une épreuve par l'eau qui laissait des cicatrices mentales longtemps après la guérison des blessures physiques. L'immersion laissait peut-être les victimes à bout de souffle, mais elle n'est rien comparée à notre prochaine punition, qui laisse les victimes avec des émotions marquées. Numéro 2. Les ceps et les piloris. Au cœur de chaque ville du Far West, il y avait une punition qui ne faisait pas couler le sang, ni ne prenait la vie à qui que ce soit, mais qui faisait souhaiter s'échapper. Les ceps et les piloris étaient des rappels silencieux de l'ordre social, représentant un autre type de cruauté. Contrairement à leurs homologues plus mortels, ces dispositifs n'étaient pas destinés à tuer, mais à briser les esprits. C'étaient de puissants outils de honte publique où les malfaiteurs étaient enfermés à la vue de tous, transformant les petites infractions en spectacle public. Cette méthode consiste à se tenir sur la place de la ville, la tête et les mains coincées dans un cadre en bois. C'était le sort qui attendait les coupables de délits mineurs comme le vol ou l'ivresse en public. Le délinquant était laissé à la merci des caprices des habitants, qui voyaient souvent cela comme une occasion de s'amuser plutôt que de le corriger. Pendant qu'il était enfermé dans le bois, le délinquant était lapidé avec toutes sortes de choses, de la nourriture pourrie aux os usés, ou même des pierres. Cependant, endurer le ridicule peut sembler moins sévère que d'autres punitions de notre liste, mais le bilan psychologique pouvait être dévastateur. L'humiliation publique avait une cruauté unique qui dépouillait peu à peu la dignité et l'estime de soi. Parfois, les agressions physiques ajoutaient la blessure à l'insulte, poussant cette méthode au-delà du simple contrôle social vers le domaine de la brutalité. L'intention derrière les piloris et les piloris était claire: maintenir l'ordre par la peur de la honte. Pourtant, cela dégénérait souvent en une épreuve brutale lorsque les foules se faisaient justice elles-mêmes. Mais si l'humiliation publique laissait des cicatrices émotionnelles, d'autres laissèrent les victimes avec plus que de simples cicatrices. Elles ne laissaient aucun survivant. Numéro 1. Être enterré vivant.
Imaginez le sentiment terrifiant d'être piégé sous terre, avec la terre qui vous appuie dessus, comme seul compagnon. Cette réalité effrayante était vécue par certains malheureux du Far West, où être enterré vivant était utilisé comme un avertissement contre le crime. C'était une punition réservée aux criminels les plus méprisables, aux traîtres, aux informateurs ou à ceux qui avaient commis des actes terribles qui mettaient en colère le public. Cette pratique effrayante consistait à attacher les victimes et à les placer dans des tombes peu profondes. La superficialité trompeuse des tombes cachait leur sinistre objectif, qui est de garantir une mort lente et douloureuse. Lorsque la lumière du jour se transformait en nuit, le souffle des victimes devenait plus court, chaque instant semblant durer une éternité. Être enterré vivant n'était pas courant, mais c'était utilisé par des groupes d'autodéfense qui prenaient la justice en main. Ces bourreaux non officiels voulaient effrayer les malfaiteurs potentiels et garder le contrôle dans des temps chaotiques. La vraie cruauté résidait dans la souffrance mentale. Les victimes étaient confrontées à une peur inimaginable, sachant qu'elles étaient condamnées sous des couches de terre. Chaque souffle les rapprochait d'une fin brutale, un type de cruauté unique que peu d'autres châtiments pouvaient égaler. L'isolement et l'impuissance ressentis par ceux enterrés vivants aggravaient encore leur souffrance, servant de rappel brutal des dures réalités de la justice frontalière. Dans ces terres sans loi, où la survie signifiait souvent suivre des règles strictes, être enterré vivant montrait jusqu'où les communautés iraient pour se protéger des dangers perçus. L'impact psychologique durait longtemps après l'acte, instillant la peur chez la victime comme chez le témoin. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.